Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Elsa. Salut Elsa, comment ça va? Salut Romain, salut tout le monde. Ça va bien? Et toi, comment ça va? Eh ben écoute, très bien en forme pour un mardi. C'est Ouais. franchement top. Je suis très heureux de t'accueillir et je pense qu'on va passer un bon moment. Donc on va essayer de démarrer tout de suite. Mhm. Elsa, j'aimerais qu'en 1 minute maximum, attention, tu te présentes. Voilà, qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu? Ok, donc moi c'est Elsa Boussion, j'ai 31 ans, ouais, presque 32 ans. Je suis entrepreneur passionnée, j'ai plusieurs activités, donc je suis marchande de biens, formatrice et j'accompagne les entrepreneurs en création et développement d'entreprises. Je suis et surtout maman de deux petits bouts, 4 ans et 2 ans, Hugo et Marie-Lou, donc ça bouge à la maison. Je suis également mariée avec Quentin, avec qui j'ai toujours eu, donc ça fait 11 ans qu'on a toujours eu plein de projets et on en a encore plein à venir, et aussi donc dont des projets immobiliers. Voilà. Et sinon, je suis passionnée d'entrepreneuriat, d'immobilier, de développement personnel et de ma belle région du Beaujolais, juste au nord de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je pense que j'ai résumé. Et mon aspiration, c'est de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales dans ma chère Calade, mon Beaujolais, ma région, pour le moment et peut-être un jour à plus grande échelle. Ok. Voilà. Eh ben écoute, le timing à respecter et puis c'est cool. Je Yes. pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant de démarrer, j'ai quelques questions qui sont communes à chaque invité, dont la première, j'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie et si oui, pourquoi. Alors, je suis obligée, déjà j'ai une personne en tête qui me vient directement, c'est mon cousin Nicolas, Ok. qui est marchand de biens avec qui j'ai commencé en 2010, en 2013 en stage, donc j'étais en DUT à cette époque et j'ai commencé en stage avec lui. Ça en est suivi que j'ai continué avec lui en alternance, donc c'est lui qui m'a initié dans le marchand de biens et surtout qui m'a initié dans l'entrepreneuriat parce que qui m'a donné envie d'entreprendre et qui m'a développé ce mindset là. C'est-à-dire qu'il m'a fait apprendre par l'erreur. Tu vois, souvent je lui disais, purée, tu me prends pour ton post-it. Tu sais, il me donnait plein d'informations et souvent il me manquait d'informations pour vraiment faire la tâche correctement. Mais je le faisais. Il m'a poussé à prendre mon téléphone, il m'a poussé à aller sur le terrain, il m'a poussé à avoir tous les éléments de l'entrepreneuriat. En fait, il était lui aussi en développement, donc finalement, il fallait tout faire. Et donc je pense que c'est aussi lui qui m'a beaucoup inspiré sur la partie entrepreneuriale, immobilier forcément, mais vraiment ce que je mettrai en avant, c'est plutôt le mindset. Ok. Donc voilà, Nicolas, mon cousin, donc première personne. Deuxième personne, je vais dire une personne que j'admire beaucoup, qui est plutôt une star, ouais, on peut le dire. Oui, c'est une star. C'est Laurie Tillman. Ok. Tu vois qui c'est? Oui. Ouais. Oui, oui. Ok. Elle est donc c'était une ancienne Miss France, mais en fait maintenant on peut pas dire que c'est juste ça. C'est surtout je dirais une entrepreneur, présentatrice télé, qui est à la fois qui a beaucoup d'ambition et qui reste très authentique, très simple, qui met aussi en avant le bien-être. Et donc je trouve que cette personnalité, elle m'inspire pour le côté on peut avoir de l'ambition, mais on peut rester soi-même, on peut rester simple et on peut rester connecté, tu vois, au bien-être, à la nature, à des éléments moi qui me sont chers également. Donc voilà, j'aime beaucoup cette personne et je suis ravie de la suivre sur Instagram et sur d'autres canaux parce que son podcast par exemple, Ok. j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci pour ton partage. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Est-ce que tu as des valeurs auxquelles tu tiens? Ouais, j'en ai trois, souvent, faut dire, c'est trois valeurs fondamentales. Moi, c'est la famille. Ok. Premièrement, c'est vraiment le socle de ma vie, c'est mes fondations. Donc il y a mon petit cocon, tu vois, mon mari, mes deux enfants, mais il y a aussi mes frangins, ma maman, et puis j'ai une grande famille, donc la famille de mon papa, de ma maman, de mon mari aussi maintenant, Ok. et on se voit beaucoup, on est très nombreux et on est très soudés, et ça c'est vraiment une force dans ma vie. Et donc et puis quand je dis famille, je peux aussi mettre mes amis d'enfance dedans. C'est vraiment les choses qui me sont les plus chères sur terre. Voilà. Après, c'est l'authenticité. Donc rester Ok. soi-même, savoir d'où on vient, rester simple, humble et le dépassement de soi. Le Ok. dépassement de soi, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'anime. Donc je pense qu'en entrepreneuriat,
on peut tout faire, quoi, et on peut tout oser. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette casquette et dans cette vie entrepreneuriale à 100 à l'heure. J'avais découvert le dépassement de soi au départ avec le sport. J'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup. J'aime maintenant ma vie est une course, donc tu vois, j'ai plus trop le temps de faire du sport autant qu'avant. Mais j'avais découvert ça avec la course à pied, le trail, et maintenant dans cette vie entrepreneuriale, le dépassement de soi, c'est tous les jours. Ok, eh ben écoute, trop cool. Et maintenant, pour comprendre un petit peu mieux, on va dire ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce que tu as fait comme études? Si j'ai bien compris déjà DUT, licence, et puis Ouais. derrière, sur quoi ça a débouché? Voilà, est-ce que tu as bossé dans le salariat? Est-ce que tu as directement été entrepreneur? Ouais, voilà, si tu peux nous Ok, mon dévoiler tout ça. parcours un peu scolaire. Alors, faut savoir que j'étais pas du tout scolaire, moi. Quand j'étais en primaire, c'était une catastrophe. Souvent, les personnes sont très bons en primaire et après, c'est un peu plus difficile. Moi, ça a été l'inverse. J'étais très mauvaise en primaire. Et puis finalement, après, ça a été un peu mieux, mais je me suis toujours accrochée. J'ai jamais eu de facilité scolaire jusqu'au lycée. Après, je me suis mis un peu dans des difficultés toute seule puisque j'ai fait un bac S quand même. Mais vraiment, ça a jamais été simple. Et puis j'avais des très bons commentaires, mais pas des très bonnes notes, tu vois. Et puis après, en fait, je suis rentrée quand même en DUT technique de commercialisation à Villeurbanne, à Lyon 1. Ok, Et là, j'ai découvert vraiment ma voie, quoi. Je me suis dit, purée, là, je vais pouvoir, je trouve, aimer l'école, tu vois, aimer les études. Donc, j'ai continué ensuite en Erasmus à ah, Madrid. ok, Et ensuite, j'ai repris les études à Lyon en master entrepreneuriat et développement d'entreprises nouvelles à l'IAE de Lyon. ok, Donc voilà mon parcours scolaire. J'étais en alternance depuis la licence. Voilà. ok. Et Et ce qui est après, assez dingue, c'est que je faisais les allers-retours entre Lyon et Madrid. rien que ça, rien Rien que que ça. ça. Et du coup, ça a débouché sur quoi? T'es rentré dans le monde du salariat? Est-ce que tu as pris un ou Ah oui. plusieurs postes ou est-ce que derrière tu t'es lancé directement Alors dans moi, à la l'entrepreneuriat? sortie de mon master, donc l'immobilier a été un vrai levier de développement Ok, financier et personnel, puisque en fait à la fin de mon master, on a grillé une plus-value d'investissement immobilier dans un voyage. Donc je suis partie voyager avec mon conjoint qui est devenu donc mon mari. On est parti en 2018 voyager un an en Amérique du Sud. Donc ça ok, j'étais diplômée en 2017, fin 2017. On est parti en janvier 2018. On est revenu fin d'année. Donc on a fait un an là-bas. Et puis après, quand t'as goûté à la liberté, pour moi, c'était le salariat, c'était même pas une envisageable. Donc j'ai tout de suite monté ma micro-entreprise et je ok, faisais de la prestation de service pour des marchands de biens, donc notamment mon cousin qui a plusieurs structures de marchands de biens avec plusieurs associés, et donc je faisais de la prestation de service pour lui. Et j'ai découvert le monde de la formation. Je donnais des cours. Je suis intervenue sur des modules typés entrepreneuriat et stratégie d'entreprise. Et donc voilà, c'est là qu'est née ma multicasquette. Et puis en 2020, fin 2020, post-Covid, je décide de monter ma structure de marchand de biens en structure, quoi, plus en micro-entreprise. ok. Eh ben écoute, Voilà. trop bien. Et du coup, pour partir, on va dire sur le côté, on va dire marchand. Voilà, on va démarrer par le marchand. Mm. Donc, tu as démarré en tant que prestat. En fait, qu'est-ce que tu faisais exactement pour ton cousin ou ses associés et autres Ouais, marchands? alors je faisais de la gestion de projet finalement. Tu Ok, vois, on donnait les missions de gérer un projet de A à Z, tout en enlevant la partie notaire banque, puisque c'était eux en tant que porteurs du dossier qui le faisaient. Mais moi, j'allais gérer les interlocuteurs, la coordination du chantier par exemple, ok, les concessionnaires réseau, viabilité en eau, électricité, tout à l'égout, télécom. Je coordonnais un peu tout ce monde, les agents immobiliers, la vente des lots, etc., pour pouvoir mener, pour en tout cas aider, être un support à amener à la clôture du dossier. ok. Voilà, donc ça a été ma première. C'est ce que je faisais en fait quand j'étais en alternance avec eux. Et ben j'ai continué, mais avec cette casquette d'entrepreneur en micro-entreprise.
Ok, bah trop bien parce que du coup quand certains se lancent en marchand, tu sais, tu peux avoir les peurs ou les freins de comment je vais gérer le chantier, comment gérer Enedis, comment gérer ci, comment gérer ça. Toi en fait t'as démarré dans le marchand en fait par la partie on va dire opérationnelle, Mm. ce qui fait que du coup je pense que derrière quand tu t'es lancé vraiment en marchand en fait ça faisait pas partie en tout cas de tes freins, ça faisait pas Non, partie de pas tes du peurs, tout. ouais. Enfin, gérer un dossier de A à Z, je le fais depuis, on va dire, alors, il me manque des éléments, hein, tu vois, Hmm. la partie bancaire, c'est plutôt mes associés maintenant qui gèrent. Enfin, il me manque certaines compétences, mais en tout cas, l'opérationnel terrain, c'est quelque chose que je maîtrisais parce que mon expérience dans le marchand de biens a commencé comme ça. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup donc tu t'es lancé toi après en tant que marchand. Tu disais en 2020 c'est ça? Ouais, fin 2020, là, suite Covid. Ok. Et tu te souviens de ta première opération? Enfin, Oh, mais ce que bien t'as sûr. trouvé, ouais? C'était Ouais, quoi? ouais, bien sûr, on se souvient toujours de sa première OP. Moi, c'était une vieille bâtisse dans un village du Beaujolais Ok. que j'ai divisé en 3 logements. Ok. Donc 3 plateaux, donc ça veut dire colonne électrique. Enfin, c'est tous les travaux de mise en copropriété d'une bâtisse. Et donc, ouais, très intéressant. Et puis moi, il faut savoir que donc cette opération, on a monté la structure fin 2020, mais j'ai dû acheter début 2021 et je suis devenue maman en février 2021 pour la première fois. Donc j'ai mené un peu pas mal de projets importants de front au même moment. Pour la petite anecdote, cette première opération, j'étais à la maternité le 1er février quand j'ai accueilli mon premier bébé et réflexe tout pourri d'entrepreneur de prendre son téléphone et de regarder ses notifs et j'avais un refus de permis. Voilà. Donc le Ah 1er merde. février, j'ai eu un refus de permis de construire de ma première opération le jour de la naissance de mon fils. Ah merde. Voilà. Heureusement Mais ça fait que, partie. heureusement qu'il y avait la naissance de ton enfant. C'est On va dire ça. que c'est la bonne nouvelle du jour. Ah bah écoute. Ok. Exactement. Et donc pour cette première structure, t'as une ou plusieurs sociétés de marchands, non? T'en as une Non, seule? en fait, faut savoir, j'ai une société de marchand, mais je suis toujours où je suis indépendante, je suis toute seule. Mais Ok. après, je crée des sociétés en participation, Ok. donc des CEP, avec plusieurs associés. Ok. Voilà. Donc là, cette première OP, t'étais toute seule et derrière, enfin, c'est pas est-ce que, c'est, si j'ai bien compris, t'as des associés sur plusieurs OP. Déjà, comment ça s'est fait? Pourquoi ça s'est fait? Et pour quel type de projet t'as développé la partie association? Pour tous, en fait, je ne fais aucun Mhm. projet seul. Ok. Euh, pour plusieurs raisons. Première raison, euh, l'expertise. Ok. C'est-à-dire que je trouve qu'on est meilleur, enfin la complémentarité des profils. Il y en a qui vont être plus typés admin, d'autres plus terrain, d'autres qui vont être plus à l'aise à, je sais pas, échanger avec les agents immobiliers, etc. Donc en fait, on a tous un peu notre casquette. Ok. Donc ça, la complémentarité des profils, mais aussi parce que moi, au départ, j'étais personne et ouvrir une entreprise de marchand de biens, rien que déposer son capital, et ben c'était une affaire. Donc j'étais bien contente d'avoir ces associés pour pouvoir me permettre d'avoir cette crédibilité, pour pouvoir ne serait-ce qu'ouvrir cette structure en fait, parce que c'est pas simple, et ensuite avoir des prêts. Parce que derrière, il faut des financements et ces financements, moi, toute seule, je pouvais pas les débloquer. Pour la petite anecdote, j'ai commencé avec 10 000 € moi. Donc Ok. c'est pas énorme. 10 000 € pour un dossier, bah ça suffit pas. Donc ça me permettait de bénéficier de leur crédibilité, de leur expertise pour pouvoir monter des prêts bancaires et pour pouvoir aussi bénéficier de leurs apports. Donc Ok. voilà. Ok. Et dans le marchand, c'est quoi la partie que toi tu préfères? Tu Moi, rends visite aussi ou alors moi maintenant ce que je préfère c'est l'étude de faisabilité. Ok. Tu vois, j'ai commencé avec l'opérationnel. Donc, l'étude de Mhm. faisabilité, c'était jamais moi qui faisais, forcément, quand j'étais en prestation de service. Et je pensais pas être capable de faire de la prospection, pas être capable d'étudier correctement un dossier. Je trouvais ça trop risqué, trop stressant. Et maintenant, en fait, c'est ce que je préfère. C'est d'étudier un dossier, de faire tourner un tableur Excel, d'imaginer le projet, en fait, d'imaginer la division avec mon petit stabilo, mon petit cutch, tu vois, d'être un peu dans cette partie en amont. Ok. Maintenant, l'opérationnel, j'avoue que... Si tu peux déléguer. Ouais, exactement. Si je peux Ok. trouver d'ailleurs d'autres marchands qui veulent faire de l'opérationnel et moi que je fais que de l'étude de faisabilité, oui, Allez, feu. Au moins, la balle est lancée. Et, c'est clair.
Et du coup, est-ce que tu as eu une grosse galère, une ou plusieurs grosses galères sur les projets que tu as montés? Et si oui, est-ce que tu en as tiré des leçons? Ah ouais, mais franchement, les galères, ça fait... Franchement, monter une opération... Enfin, il n'y a pas d'opération quasi, je trouve, sans galère. T'as toujours des imprévus, t'as toujours des soucis avec l'administration qui prend trois plombes. Ou, enfin, il y a toujours des choses, des imprévus qui arrivent. En plus, moi, je suis plutôt dans la réhabilitation, donc dans la rénovation de bâtis existants. Ok. Et en fait, quand tu fais de la réno, tu sais bien ce que c'est. Il y a souvent des imprévus, tu découvres des choses. Donc oui, en fait, j'ai eu des galères et j'en ai encore. Qu'est-ce que je peux te citer Je sais pas, des... Oh là là, mais alors là... En vrai, j'en ai des ouvertes un peu sensibles, tu vois. Mais il y a des soucis. Tu fais un dossier, il t'avère que cet dossier, tu l'as fait, tu savais pas, mais il y avait une source. Et bah, cette source, en fait, elle infiltre le sol. Et en fait, tu peux rien, tu sais pas comment la gérer. Et toi, t'as créé des lots, donc faut que tu trouves une solution. Et en fait, il y a que il y a que ça, mais en même temps tu peux pas faire ça parce que c'est le bâtiment, c'est la terre, t'as des éléments naturels qui sont des fois contre toi et contre ton projet. Et ça en fait Bah, tu tu peux peux rien rien. y faire. Ouais. Ok. Donc oui. Et après j'ai eu plein de galères de 2023 à 2024 de gens qui avaient pas eu qui ont pas eu leur crédit. J'ai Ok. vendu peut-être 3 fois des fois des lots parce que tu t'engages avec quelqu'un et en fait il a pas son crédit. Après tu revends donc tu perds 6 mois. Il a pas son permis, tu perds 6 mois et en fait il y a rien de certain en marchand de biens. C'est qu'un dossier tu penses qu'il va durer 6 mois et en fait il dure 1 an et demi. En fait des fois tu vois. Donc ça c'est je trouve que c'est peut-être la priorité d'un marchand, c'est d'essayer de réduire le temps d'une opération parce que le temps c'est de l'argent. Euh, et puis je vais finir sur une grosse galère 2023-2024 parce qu'on sait que ça a Mhm. été la crise IMO. On est passé de 3% de taux d'intérêt à 8. Donc Ah oui. les marges ont fondu comme neige au soleil quoi. C'était un peu intense comme période. Ouais. Toi, tu m'étonnes. Et là, ouais, ça y est, c'est relancé. Et même avec, on va dire, les taux actuels, y a pas de sujet, ouais. Bah en fait maintenant les nouvelles règles du jeu IMO sont posées. C'est-à-dire que on sait que maintenant le taux c'est ça et qu'il faut acheter en considération de ce taux. Donc, dans mon tableur Excel, j'ai adapté. Avant, quand j'étudiais un dossier, je l'étudiais avec 3% de taux d'intérêt. Sauf que comme nous, on est marchand, ça évolue dans le temps. Et donc, quand tu achètes un dossier à 3%, mais qu'au final, il finit à 8. 8, ça pique. Oui. Donc voilà, il y a pas mal d'imprévus qu'il faut savoir gérer. Et il y a des fois des nuits où on dort pas très bien. Ok. Ah, ça, je peux bien te croire. Non mais je dis la vérité, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et justement, en marchand, si voilà, si tu avais un conseil, un ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer en marchand, tu lui dirais quoi là tout de suite? Moi je lui dirais de pas y aller seul, de Ok. trouver vraiment de trouver des associés. C'est diminuer le risque en Ok. fait. Tu diminues le risque, et pas faire qu'une OP. Enfin, essayer de faire peut-être plusieurs dans un premier temps, faire peut-être plusieurs OP petites Ok. plutôt qu'un gros truc parce que si ta grosse OP elle est pas rentable et ben enfin ouais elle s'avère il y a un gros imprévu une difficulté et ben c'est plus difficile alors que voilà l'association et diversifier un peu Ok. ses projets. Et puis ouais, c'est vrai que l'association, c'est vrai que ça permet déjà une complémentarité des compétences. Et puis derrière, voilà, qu'il y en a un qui est démotivé mais que l'autre est boosté, bah ça permet de tirer l'autre vers le haut. Et inversement, on a tous des coups de mou et des fois même des coups de speed. Donc c'est cool, ça permet de. Alors, Romain, c'est super intéressant ce que tu dis et ça je l'ai pas mis en avant et tu fais bien de le dire. Vraiment, l'association c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand ça va pas, on passe un coup de fil, on se remotive. Il est arrivé qu'on arrive au bureau, qu'on ait une mauvaise nouvelle, encore un client qui avait pas son crédit ou quoi. Bah, on est dépité, on se dit purée mais comment on va faire? Et ben on va au bar à côté, on va boire un coup, on va se remotiver et on va repartir de plus belle. Et en fait, si t'es tout seul avec tes problématiques, bah c'est pas pareil, c'est plus dur. Et Hmm. quand il y a des bonnes nouvelles, bah c'est encore plus agréable C'est aussi ça. de l'écouter et de les partager. Il y a C'est aussi ça. des très très bonnes nouvelles, il n'y a pas que du négatif. Hein. C'est ça. Tu les partages et puis tu passes des moments, tu passes un moment convivial. Ah, c'est cool.
Et du coup, pour clôturer cette partie marchand, est-ce que tu fais du locatif ou pas, toi? Alors, très peu. Très peu, Alors, ok. tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut faire de l'investissement locatif très rapidement. Moi, j'ai misé sur la RP, on pourra en Ok. discuter, mais l'investissement locatif, moi, j'ai une SNC, une société en nom commun, que je partage avec des associés, où on a un logement plus deux. En fait, on a un campement. On a acheté une sorte de parc en bord de Saône dans Ok. lequel on a rénové une cabane qu'on loue et qui cartonne franchement. On met deux tentes tipi aussi, un peu pour des logements insolites dans le parc. On a mis Ok. un mini accrobranche, donc ça c'est cool. C'est super agréable d'avoir ce type de logement. Et puis on a acheté récemment un lot à Lyon, rue Vendôme, où on est en plein de travaux et on va le transformer aussi en Airbnb. Donc nous, on est plutôt sur du location courte durée. Courte durée, ok. Et voilà, en fait, on a en gros, pour le moment, on a deux logements plus deux éphémères parce qu'on les met qu'en été, donc c'est les tentes. Peut-être qu'on en aura plus tard, mais en tout cas, c'est une toute petite partie de mon activité. Ok, bah tu vois, et ça me fait me poser une question, du coup, comment tu gères ça, on va dire la partie courte durée, mais sur de l'éphémère? Bah écoute, on a mis des petites plateformes, on met les Ouais, tentes, et puis on les enlève. Là, d'ailleurs, faut qu'on s'y attelle, mais il fait tout le temps mauvais, donc on n'arrive pas à trouver un créneau pour les enlever. Donc on les enlève et puis on les remettra en mai, en fait, et ok, en Airbnb. Et on a une conciergerie, hein. C'est des ok, conciergeries qui gèrent nos logements en courte durée. ok. Ah bah trop bien, tu vois, Et on a, j'ai aussi un associé qui est le MacGyver de l'équipe et enfin, faut se dire, un Airbnb, ça reste quand même énormément de travail. C'est-à-dire que t'as toujours des bricoles, t'as toujours, je sais pas, la boîte à clés qui fonctionne pas, un problème avec la robinetterie, une fuite, un truc. Et en fait, il faut être quand même. C'est pas la conciergerie qui va gérer ça, mine de rien. Enfin, elle va pas tout gérer. Donc, on est content d'avoir notre MacGyver de l'équipe et ça, je le souligne parce que il investit beaucoup de temps dans ses projets. ok. Eh ben écoute, trop bien. Et tu parlais aussi de la résidence principale. Donc ouais, si bien compris, tu as investi dans ta résidence principale, c'est ça? Oui. Ouais. Ah bah, en fait, on a investi très tôt. Comme je te disais, avec mon mari, on a toujours eu plein de projets. Moi, on a acheté en 2015. J'étais encore en alternance, tu vois. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble et on a acheté notre première résidence principale, donc un plateau à rénover. Donc Ok. ça, c'est aussi grâce au réseau, hein. Moi, c'est moi qui l'ai trouvé de par le réseau, de par mes c'était mes patrons quand j'étais en alternance qui étaient marchands et qui avaient des lots et donc du coup j'étais toujours la première au courant et je sautais sur les opportunités. Donc ce qui fait qu'on a acheté en 2015 notre première résidence principale qu'on a Ok. rénovée. Puis après on en a refait une en 2017 Ok. et après on est parti voyager un an et quand on est revenu on avait encore la chance d'avoir de l'apport pour pouvoir racheté en 2019 et puis après on a acheté une maison en 2021. Donc tu Ok. vois, on en a fait plusieurs. On a toujours déménagé. On a profité le fait d'avoir pas encore d'enfants pour être mobile, pour pouvoir faire les cartons, déménager, etc. Donc on va dire on a profité du système de la résidence principale qui n'est pas taxé, mais on a toujours respecté les règles. Les délais, ouais. Ouais, je précise, même si clairement je trouve que quand on est entrepreneur et qu'on fait circuler l'argent, on devrait pas être embêté quand même et devoir se justifier. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et du coup, bah, c'est intéressant ça. L'obtention des prêts pour la résidence principale, ça n'a jamais été un sujet, ouais? Vu Alors que j'ai toi, t'es mon mari. entrepreneur? Alors justement moi ça a toujours été un sujet de mon côté Mhm. parce que je rentrais jamais dans les cases. Donc on a eu beaucoup de chance ou en tout cas on a fait notre première opération. Franchement, enfin notre premier rachat, on devait avoir 5 000 € d'apport. Ok. Mais mon conjoint était en CDI, donc du coup il rentrait dans les cases. Moi j'étais en alternance et du coup ça fonctionnait. À l'époque ça marchait encore, donc on a fait ça. On a revendu, on a fait une belle plus-value et du coup la banque, on a gagné en crédibilité auprès de la banque. Ok. Donc ce qui fait qu'on a pu enchaîner ensuite et que cette banque on n'a jamais changé parce que elle nous a fait confiance
Et elle nous soutient toujours dans nos projets IMO, même si je ne suis jamais rentrée dans les cases. Donc ça, c'est cool. Et c'est rare, donc je C'est le rare, ouais. souligne. Eh ben, écoute, trop bien. Et maintenant, pour clore le sujet IMO, on peut partir soit sur le sujet formation ou le sujet après, on va dire entrepreneurial. Hmm. Allez, Mais tu vas voir, tout s'entremêle. Je vais tout t'expliquer s'entremêle. Eh comment ben, je me allez. suis trouvée dans la formation et il y aura toujours un peu d'immobilier là-dedans. Et voilà. Donc, Vas-y, comment t'as atterri dans la formation? Ouais. Qu'est-ce que tu fais déjà? Qu'est-ce ouais. que tu Alors, enseignes? Qu'est-ce qu'est-ce que que tu je fais à formes? l'instant T? Je suis donc à l'instant T, je suis formatrice en école supérieure, bac+3 à bac+5. Ok, J'ai développé en collaboration avec la Business School du Beaujolais, c'est une école de commerce qui est donc à Villefranche-sur-Saône, enfin ok, l'IMA plus précisément. J'ai développé un master, donc le premier bac+5 de ma région. Donc ça c'était une grande fierté, et vraiment c'était très chouette de pouvoir développer une formation. Alors on l'a pas, c'est pas nous qui l'avons créée, mais bon on allait la chercher à Paris, etc. Et on l'a ok. ramenée ici. Non, super chouette aventure. Donc comment je me suis retrouvée dans la formation? En 2019, j'ai mon ancienne école qui m'appelle et qui me dit j'ai un module entrepreneuriat, Elsa, j'aimerais bien que ce soit toi qui le fasses. Donc Ok. moi je me dis challenge. En 2019, je faisais de l'immobilier, j'avais une micro-entreprise, je pouvais un peu tout faire avec cette micro-entreprise. Je me suis dit go, je vais faire ça. Je vais donner ce module d'entrepreneuriat, ça me challenge un peu, ça va me faire sortir de ma zone de confort, ne serait-ce que tu sais prendre la parole devant 20 étudiants, c'est quand même pas simple au départ. Donc je l'ai fait. 2019 jusqu'à 2021, j'ai continué ce module et puis 2000 qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à sentir un peu la crise là, tu vois, arriver. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis vraiment entrepreneur, donc c'est-à-dire que chaque fois que je gagnais 1 euro, j'en réinvestissais 2, voire 3. Donc, tu vois, j'étais toujours en flux tendu, en mode développement, et j'ai tout mis les œufs dans le même panier au départ, avec IMO, 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 IMO. Ok. Donc, il s'est avéré que je sentis que tout le stock que j'avais, j'allais devoir un peu le vendre à moindre coût, tu vois, en 2023 là. Donc là, j'ai dit, faut que je développe cette casquette numéro 2 pour de la sécurité. Et en fait, j'ai trouvé un domaine d'activité que j'adore. C'est-à-dire que au départ, c'était par nécessité, donc nécessité financière. Et puis, en fait, ça a été une révélation. J'ai adoré développer cette casquette-là, donner des cours, échanger avec les étudiants. C'était aussi me challenger moi-même, c'est-à-dire Ok. que j'ai dû me former moi-même pour pouvoir être crédible face aux étudiants. J'ai apprécié nos échanges constructifs avec ces étudiants. Et finalement, voilà, j'ai fini par prendre cette casquette à part entière. J'ai l'immobilier, j'ai la formation, tu vois, c'est deux choses en parallèle que j'ai menées avec grande passion. Ok. Et du coup, t'enseignes toujours à l'heure actuelle, ouais? Oui, T'as quel statut? T'es vacataire, non, c'est ça? ouais, en fait, j'ai Ouais? toujours ma micro-entreprise. Donc, Ouais, j'ai ok. une SAS, marchand de biens, Elles Up Mhm. Immobilier, et j'ai une micro-entreprise pour la formation. Ok. Ouais. Et on ira sur l'autre sujet aussi après. Mais la formation, il s'est avéré que aujourd'hui, mon but, c'est de diminuer parce que j'ai pris énormément de cours. Genre l'année dernière, tu vois, j'avais presque un plein temps, j'avais 500 heures de cours Ah ouais. parce qu'en fait, il s'est avéré que sincèrement, j'avais pas bien le choix. L'immobilier s'est cassé la figure. Il fallait vraiment que je rebondisse, donc j'ai utilisé ce levier-là. Ce qui fait que j'ai mis un peu l'immobilier en stand-by. Et donc mon but maintenant, que je vois un peu le bout du tunnel, que j'ai fini de déstocker mes projets tout pourris, je veux repartir de plus belle. Donc j'ai décidé de diminuer la formation. Donc je repassais à de la formation passion, plaisir, tu vois, plus que nécessité. Et mon but étant quand même de développer le marchand, redévelopper le marchand. Ok. Et pour ceux, alors moi j'ai déjà enseigné aussi en tant que vacataire, mais pour ceux qui aimeraient se lancer dedans, parce qu'on m'en a déjà parlé justement des auditeurs et puis même des personnes dans mon entourage, comment tu structures en fait un cours? Parce que pour te citer un petit peu mon exemple, moi j'ai enseigné les forces de vente dans mon ancienne IUT.
Et en fait, je dis au directeur, OK, bah, très bien, est-ce que vous avez voilà, un plan des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne? Il m'a dit, bah, j'ai pas forcément de plan. Si vous voulez, je peux vous donner le cours de la personne de l'année dernière. Mais par contre, derrière, vous faites ce que vous voulez. Donc, Ah oui. j'ai trouvé ça challengeant, mais aussi quand même un peu flippant parce que tu te dis, putain, je sais pas si je vais partir dans, tu sais, dans le bon axe que l'école, elle veut, qu'elle souhaite. Donc, toi, comment tu fais du coup? Alors, en fait, on appelle ça un syllabus normalement, tu vois, donc il faut Hmm. demander ça. Euh, j'ai eu moi au départ les cours des anciens formateurs, mais en fait ça aide pas du tout. Je trouve que c'est encore pire parce que tu dis purée, mais moi je ferais pas du tout ça comme ça et il faut que je fasse ça. Tu vois, tu sais pas trop comment te Hmm. positionner par rapport à cet ancien cours. Donc moi je demande toujours le syllabus, donc c'est la feuille de route. Normalement c'est Ok. obligatoire dans chacune des formations. À chaque module, tu as un syllabus, donc un descriptif rapide, succinct de ce que tu dois mettre dans ton cours. Et je travaille avec ça. Alors maintenant, alors avant, je préparais, je structurais, je savais exactement mot pour mot ce que j'allais raconter et tout. Ok. Maintenant, ce qui est chouette aussi, c'est que quand tu passes à l'action, quand tu le fais souvent, t'es de plus en plus à l'aise. Et maintenant, je suis devenue la reine de l'improvisation, tu vois. T'as un sujet, allez go, marketing stratégique, on va parler des matrices, nickel, hop, parfait. Dans ma tête, c'est déjà super clair. Au départ, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut préparer tous ces supports. Faut respecter les normes Calliope. Donc Calliope, c'est la qualité des centres de formation. Donc t'as Hmm. pas mal de paperasse à remplir. Mais une fois que c'est fait, tu vois, c'est fait. Et après, les années d'après, c'est que du kiff. Je trouve il faut le voir comme ça. C'est un investissement de départ pour bien respecter la feuille de route de l'école. Et puis après, faut pas se mettre trop de pression. Tant qu'on est inspirant pour les étudiants, c'est ce qui compte le plus. Tant qu'on est pédagogue, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ça, bah, je trouvais que moi après j'ai pas continué parce que c'est tombé un moment dans ma vie où je pouvais plus rien mettre quoi, il y avait plus de place pour Ouais. rien. Mais c'est vrai que en tout cas l'investissement de départ, moi j'avais fait le ratio, c'était à peu près environ 3 heures de travail pour 1 heure de cours donné. Donc Mm. c'est Je vrai peux que étonner. Mm. c'était beaucoup de taf, mais en tout cas c'était une super expérience et tu vois le fait que tu en reparles, je me dis pourquoi pas tu vas retenter l'expérience. De toute façon ils cherchent toujours des gens pour enseigner, donc Ouais, c'est sûr. ça peut être carrément cool. Ok. Bon, bah Voilà. écoute, trop bien. Et du coup, maintenant, pour partir un petit peu plus sur on va dire sur la partie entrepreneuriale, Oui. donc là, t'as plusieurs activités, je pense. Donc, est-ce que tu peux essayer de développer un petit peu, nous dire ce que Ouais. tu fais exactement? Alors ça, on va dire que je vais parler de mon projet de cœur, c'est-à-dire c'est un projet qui a mûri de par mon expérience passée. Je reviendrai rapidement dessus. Hmm. Et petit à petit, tu vois, j'ai semé des graines et qui fait que là, le projet Ozen Up, donc qui est cette structure dont je vais parler juste après, est né. Tu vois. Ok. Euh, je vais faire le teasing avant. Comment est né Ozen Up? C'est que j'ai monté ma première structure donc quand j'étais à Madrid en Erasmus. Je t'ai dit rapidement au départ. J'ai arrêté en fait en cours de route Erasmus pour monter une structure. Tu vois, Ok. j'étais un peu folle, un peu, tu vois, très très ambitieuse déjà à 20 ans. J'ai monté une société. On accueillait les étudiants en mobilité internationale. Ok. J'ai fait toutes les erreurs du monde. Tu vois, je pense que j'en ai pas loupé une. J'ai fait toutes les erreurs entrepreneuriales. J'ai passé des heures sur un business plan qui était complètement irréaliste. J'ai fait un super site internet, des super cartes visite. J'avais des partenaires dans toute la ville, mais par contre, tu vois, j'étais pas allée chercher les clients. Un truc. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Je suis restée toute seule avec mes problématiques. Me suis enfermée dans ma bulle. J'ai perdu toutes mes économies, toute ma santé mentale, Ok. physique, tu vois. Je suis passée vraiment de mode working girl à fantôme. Hein. Ok. Donc, de là, mine de rien, de cet échec, puisqu'on a liquidé quelques années après, enfin même pas quelques années, une année après, euh, de cet échec est née ma vocation profonde d'accompagner, en tout cas de motiver les gens à passer à l'action dans des bonnes conditions, tu vois. Ok. Euh, Et donc, c'est là que j'ai repris les études en master entrepreneuriat. Et je me suis dit, je vais me former. Surtout, je vais découvrir le vrai monde entrepreneurial. Je vais rencontrer les bonnes personnes. Je vais découvrir les bons outils. Je vais développer le bon mindset. Et ensuite, je repartirai dans des bonnes conditions. Donc,
chose faite, je suis repassée à l'action, mais j'avais toujours en tête le fait dans ma tête, je voulais monter un incubateur pour accompagner les entrepreneurs. Ok. Toutes mes études, tout le temps de mes études, tu vois, j'étais dans l'IMO, j'étais en alternance en immobilier, mais pourtant j'ai pas fait de licence promotion immobilière, j'ai pas fait de master dans l'IMO, enfin, je suis restée entrepreneuriat, tu vois, je voulais être plus large que juste l'IMO. Donc, dans ma tête, tous mes projets d'études, c'était je monte un projet d'incubateur, tu vois, j'ai fait Pépistart, Manufactory, j'ai fait IMUP même, enfin, j'ai fait que des choses d'accompagnement entrepreneurial. Ensuite, sauf que j'étais absolument pas crédible pour lancer ça en 2017 quand j'étais diplômée, tu vois. Donc, j'ai dit, je vais me former, je vais apprendre à former moi-même. Donc, c'est comme ça que je suis aussi rentrée dans la formation. Tout ça, en fait, finalement, c'est lié. Et ensuite, en 2024, je rencontre Mélanie, que tu connais, que tu as déjà interviewée. C'est ça. Mélanie Henriquez, qui est une super entrepreneur, aussi une entrepreneur passionnée, qui est aussi dans l'immobilier. Et en fait, on se rend compte qu'on a une vision commune de l'accompagnement entrepreneurial. Et donc, on se décide de s'associer en 2025. Donc là, tout récemment, quoi, début d'année 2025, on s'associe, on monte Ozen Up. Pour moi, c'est la concrétisation d'une vision, tu vois, c'est le projet que j'ai rêvé et vers lequel je voulais aller depuis très longtemps. Et donc, Ozen Up, c'est un centre c'est un programme, on développe un programme d'accompagnement entrepreneurial. Donc, d'accompagnement à l'action entrepreneuriale. Notre différence, c'est l'apprentissage par l'action. Tu vois, c'est vraiment, donc il y a une formation en ligne. Cette formation en ligne, il y a 180 vidéos. En fait, je vais pas te la décrire, je m'en fiche. Ce que je vais te dire, c'est juste que notre but, c'est de transformer une personne qui hésite d'entreprendre, qui a des doutes, qui a des peurs, qui a des nœuds dans son cerveau. On appelle ça des toiles d'araignée dans son cerveau. Et on veut les lever pour qu'ils développent le bon mindset, pour pouvoir passer à l'action. Et notre but, c'est aussi de l'accompagner au passage à l'action de par un coaching individuel et des coachings de groupe, donc d'en rentrer dans une communauté bienveillante d'entrepreneurs pour se motiver à passer à l'action et pouvoir apprendre en faisant, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Voilà. Ok. Et justement, tu parles des personnes qui ont des toiles d'araignée, qui ont des freins. Tu peux nous citer un petit peu les freins les plus communs que tu vois chez les personnes qui aimeraient se lancer, mais qui du coup le font pas? Oui. Alors, il y a une chose qui est commune à beaucoup, c'est vendre, la peur de vendre. Ok. La peur, il y en a certainement. Et franchement, je comprends. J'étais pareil. J'ai fait exactement la même chose dans mon premier projet entrepreneurial quand je t'ai raconté en 2014. Ouais. J'ai procrastiné le moment de sortir de ma zone de confort et d'aller sur le terrain et d'aller vendre ma presta, tu vois. Ok. Et souvent, ils confondent vendre et se vendre. Ils ont l'impression qu'ils vont se vendre, tu vois, vendre leur personne. Or, ils vendent une transformation, ils vendent une amélioration à leurs clients. Ils veulent pas forcément juste un produit, un service, ils vendent une amélioration. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on leur rentre dans le crâne pour qu'ils puissent passer à l'action, oser aller rencontrer le client, etc. Donc vraiment, il y a le côté vente en toile d'araignée, le côté je ne suis pas capable, je ne suis pas crédible, il y a toujours meilleur que moi. Oui, en fait, on est toujours l'expert de quelqu'un, tu vois. C'est sûr que compare-toi pas à quelqu'un ça fait 15 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat, c'est pas possible en fait. Donc dis-toi quelle valeur ajoutée tu vas pouvoir avoir pour ta cible. Quelle valeur tu vas avoir pour ta cible, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui proposer de mieux, etc. Enfin bref, du coup il y a toile d'araignée vendre, toile d'araignée je ne suis pas capable, syndrome de l'imposteur, on appelle ça. Il y a aussi le côté financier. Parce que sortir de sa zone de confort, là j'ai une situation stable et je vais arriver dans une situation instable. Donc l'entrepreneuriat, ça peut se faire step by step. En fait, on n'est pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Peut-être qu'on peut créer d'abord un side business, c'est-à-dire un business en parallèle de son activité. Il y a les step by step. Enfin, tu sais tout ça toi aussi, puisque t'es un peu aussi dans ce monde. Mais en gros,
t'as des leviers pour pouvoir y aller de façon sécuritaire. Donc voilà, toile d'araignée, j'en ai cité 3, l'aspect financier, l'aspect vente et l'aspect syndrome de l'imposteur. Ok, trop bien. Donc nous, on va tous les faire claquer ces pensées limitantes. Et je pense que l'aspect financier aussi, c'est ce qui fait peur à pas mal de gens, parce que, dont moi le premier, hein, c'est vrai que quand tu te lances comme ça dans des activités où tu es salarié, en fait, tu as ton salaire récurrent qui tombe, et demain tu te lances dans une ou plusieurs activités et tu te dis en fait, tu n'as plus cette récurrence. Donc faut penser différemment. Je pense qu'il faut aussi provisionner, faut pas, faut faire un petit peu attention. Donc, toi, qu'est-ce que tu conseilles justement sur la partie financière? Est-ce que tu conseilles, je sais pas, de partir avec un capital de départ ou tu sais, une épargne de précaution? Est-ce que tu conseilles dès que tu gagnes des fonds, d'en mettre de côté? Enfin, comment tu vois la chose, toi? Alors, moi, j'ai beaucoup appris par l'erreur. Hein. Donc, Ok, au niveau financier, tu vois, j'ai tout mis je te disais, en immobilier notamment, j'ai vraiment beaucoup investi et finalement, il s'est avéré que il y a eu la crise et du coup, j'ai eu du mal à récupérer mes pépettes. ok, Donc, déjà, première chose, être OK avec le fait que peut-être qu'il va falloir se diversifier, tu vois, ok, et pas faire tout le temps que la même chose. Peut-être qu'en effet, une activité de formation, c'est facile d'aller donner des cours à droite à gauche pour avoir une sécurité, une stabilité. Tu vois, ça. Donc peut-être réfléchir à y aller en fait de façon d'avoir plusieurs casquettes. Tu vois, c'est ok, quelque chose qui est OK. Ensuite, avoir de l'apport. Oui. En fait, ça serait mentir que dire on peut entreprendre avec 0 € sur son compte. Aujourd'hui, il y a des organismes tels que Pôle emploi qui peuvent soutenir les entrepreneurs 1 an, 2 ans. Donc ça, c'est un vrai plus, mais aussi c'est un frein. Je vais dire pourquoi je pense aussi que ce soit un frein. Tous les entrepreneurs que j'accompagne, enfin pas tous, hein, certain nombre d'entrepreneurs que j'accompagne, qui sont, je veux dire, en perfusion avec Pôle emploi, c'est-à-dire ok, qui comptent sur Pôle emploi, ils se développent moins vite. ok. C'est-à-dire, mine de rien, ils se disent, j'ai cette sécurité, j'ai le temps, et donc c'est plus facile de prendre le temps de vendre. Ok, Mon bah avis. je te coupe un petit peu, mais je l'ai déjà Ouais, vu vas-y. ça, moi, pour des entrepreneurs que j'ai accompagnés côté bancaire, qui justement, ils avaient le pôle emploi. Donc à l'époque, maintenant c'est 1 an et demi, mais à l'époque c'était même 2 ans, où en fait ils se réveillaient genre 2 à 3 mois avant la fin de pôle emploi en se disant putain merde, faut que je crée une activité, ou faut vraiment que j'appuie, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me lance, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça peut aussi être un Ouais, frein parce que tu as ça peut cette être aussi un sécurité. frein. Mm. Donc, par exemple, moi, j'avais pris l'apport de départ. Ok, C'est-à-dire qu'au lieu de me dire je vais être en perf pendant enfin pas pendant 2 ans parce que clairement j'avais pas cotisé beaucoup puisque j'étais juste en alternance auparavant, mais m'étais dit je veux juste l'apport de départ parce que comme ça j'ai ce capital, donc c'est 60%, je sais pas si ça a changé, je sais plus. oh, Je j'ai crois pas que les montants ça en doit être tête, ouais. toujours 60% du montant que tu as cotisé. Bah, tu le reçois en une première partie à ton lancement et 6 mois après si tu es toujours en activité. Ok, Donc en gros, moi j'avais pu avoir 6 000 €, mais si tu as eu un CDI pendant X années, ça se trouve tu peux avoir, je sais pas, 15 000, même plus, tu vois. Et en fait, ça te permet de compter là-dessus et te dire avec ça qu'est-ce que je fais, et de pas te dire tous les mois en fait je vais recevoir de l'argent donc en fait c'est bon, j'ai le temps, tu vois. Donc voilà, moi je prendrais plutôt un capital de départ plutôt qu'une perfusion à long terme. Donc ça c'est mon premier conseil, avoir de l'apport un peu. Après ça dépend tellement des activités, du type d'activité. Si tu fais de la prestation de service, t'as pas de charge, en vrai c'est vrai. pourquoi pas. euh, Lancez-vous quand vous avez vos premiers clients. Franchement, n'hésitez pas à faire un peu de off, tu vois. Les premiers clients, jamais personne vient venir te rattraper parce que t'as fait quelques euros avant de te lancer, tu vois. Ça serait débile. Donc, tu commences à avoir tes premiers clients, tes premiers engagements, et ensuite tu te lances. Ok. Voilà. C'est gage de viabilité, je dirais, d'avoir ses premiers clients. C'est pour ça que la priorité de tout entrepreneur, c'est de vendre. Ok. Et du coup, pour continuer sur cette partie-là, j'ai vu sur ton profil Instagram que tu parlais d'ikigai. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce que c'est et comment on trouve son ikigai en Ah tant ouais, super qu'entrepreneur? intéressant.
Voilà, tu me branches sur un sujet que j'adore, le développement personnel. Donc moi, j'ai découvert pendant le confinement, comme beaucoup pendant le confinement, je suis sortie un peu du flux opérationnel en 2020. Je me suis posée, j'avais du temps incroyable et je me suis dit je vais réfléchir à ce que je veux faire plus tard vraiment. Et je me suis penchée sur cet outil. C'est un outil japonais qui veut dire Iki, être en vie, et Gai, ce qui a de la valeur, je crois. Bref, je me suis engagée dans un truc. Bref, c'est en gros, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui va te faire te lever tous les matins avec enthousiasme? Ok. Voilà. Et donc, c'est un outil. On a beaucoup à apprendre de l'introspection des cultures asiatiques, où il y a souvent cette image du yin et du yang, tu vois. Le yin et le yang, c'est le côté feu, le côté plus doux, et c'est le côté introspection et extraverti, enfin introverti, extraverti, et c'est l'alliance des deux qui crée un équilibre de vie. Et nous, dans notre culture occidentale, on est très poussé yang. On est dans la performance, dans la recherche de résultats rapides, court terme. On cherche, quand on fait du sport, on cherche à brûler des calories. Et en fait, on laisse complètement notre force intérieure de côté. Ok. Donc, donc, le yin, le côté yin, ça nous permet, je dirais, de nous connecter à nos aspirations profondes, à recharger les batteries. On fait du sport plutôt pour, pour étirer nos ligaments, pour aller étirer nos muscles, travailler nos muscles profonds. Moi, tout ça, je l'ai appréhendé grâce au yoga, parce que j'ai adoré faire du yoga, et j'ai un peu mis encore une fois de côté cet aspect-là de ma vie, mais je veux y revenir parce que je trouve que c'est vraiment puissant. Et donc, on en revient à l'ikigai. L'ikigai, c'est un outil qui permet d'être dans l'équilibre entre les deux. Okay. Donc, c'est l'alliance entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Okay. En gros, c'est un outil, et je conseille à tout le monde de télécharger un Ikigai vierge sur Google et de l'imprimer et de le faire. Donc, il y a 4 bulles principales. Donc, tu mets tes passions, tu mets tes compétences, tu mets qu'est-ce que tu aimerais apporter au monde, quelle valeur tu pouvais... Alors, pas besoin de révolutionner le monde, hein, t'es pas obligé de sauver la planète, tu vois, mais oui. Quelle valeur tu peux avoir pour... qu'est-ce qui donnerait du sens à tes actions, et ensuite ce pourquoi tu as été ou tu es payé aujourd'hui. Et entre les deux, alors bien sûr, il y a plusieurs questions à se poser parce qu'il y a des bulles intermédiaires, mais je vais pas rentrer dans ce sujet. Et au milieu de ça, tu as ton expertise unique. Et cette expertise unique, ça peut être utile pour développer donc ton projet entrepreneurial, mais pas que, juste pour orienter ta vie en fait. Et donc ce qu'il y a au milieu là, c'est comme ça que tu vas t'y référer pour prendre des décisions, pour orienter ta vie. Tu vois, moi en 2020, j'étais partie dans l'immobilier. J'adorais ça, hein. Enfin franchement, pour moi c'était une route un peu tracée. J'avais du réseau, j'avais le contact, j'avais le cousin, enfin tu vois. Et en fait, grâce à cet outil, grâce à cette introspection profonde, je me suis rendu compte que pas que l'IMO, tu vois. Il y aura de l'IMO, oui, mais il y aura pas que ça. Mais pas que. Parce que mon aspiration profonde, c'est de motiver les gens à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. Et c'est vers là que je veux aller. Et du coup, j'ai planté les graines en fonction de cet Ikigai de 2020 à 2025. Et j'ai créé Ozen Up avec Mélanie et Kevin. Du coup. Okay. Donc voilà. C'est un outil d'introspection qui est puissant. Ok, bah écoute, trop bien. Et donc là, à l'heure actuelle, donc tu cumules, on va dire, ces différentes casquettes, donc ton activité de marchand, ton activité aussi de formation de formatrice en école, et puis derrière, cette activité aussi entrepreneuriale en association où là, tu aides justement les entrepreneurs à se lancer. On va dire que moi, je suis stagiaire. Je viens chez toi une semaine ou un mois. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Comment tu t'organises? Moi, je suis curieux de savoir en fait comment tu... Pauvre Romain, Freestyle. Accroche-toi. Non, là, j'apprends à être organisée. C'est-à-dire que je me fais accompagner. Hein. Moi, je suis coach entrepreneurial, mais j'ai des coachs avec moi. C'est-à-dire que, franchement, ça aussi, il faut pas hésiter. C'est investir sur soi, investir sur son développement. Enfin, c'est important. Et donc, du coup, j'apprends là. Je suis en pleine phase de structuration. Je sais où je veux aller. Donc ça, c'est important d'avoir une vision. Et maintenant, il fallait que j'allais dérouler un plan d'action et que je recentre un peu mes activités et mon agenda.
tu vois. Donc mon agenda, Romain en stage, ça donnerait que le lundi, si c'est une semaine où j'ai les masters, donc moi j'interviens presque que en master. Donc bac plus 4, bac plus 5. Donc ils sont là, en gros, une semaine ils sont 4 semaines en entreprise, une semaine à l'école, tu vois. Il y a 14 semaines de l'année où ils sont en cours. Donc si c'est une semaine où j'ai cours, le lundi, tu viendras en cours avec moi. On va faire comme si c'était une semaine où j'ai pas cours. C'est plus simple. Le lundi, c'est au Zenup. Ok. Le mardi, c'est IMO. Le mercredi, c'est au Zenup. Le jeudi, c'est IMO. Et le vendredi, c'est Paparasland et stratégie, tu vois. C'est le truc. Non, mais je rigole un petit peu, mais en fait, c'est la partie que dès que tu entreprends, que ce soit de façon en immobilier ou même au niveau entrepreneurial, c'est la partie que tu mets de côté et que tu fais un petit peu tu te caches les yeux et t'attends que le comptable il vienne te relancer ou. Ah, mais moi, je suis la spécialiste de ça. Tu vois, là, je fais la maline. Mais le vendredi, il est pas souvent extrêmement respecté. Et là, j'essaye, tu vois, mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi, pour me dire, alors, tu vois, je vais te mettre en place cet outil. Donc, il s'appelle Victor Comail, il fait un peu de pub. C'est VCA Conseil. Et donc, c'est lui qui m'aide, en fait, à me structurer. Et c'est vraiment, en fait, finalement, mis en pratique, c'est bonheur. Et le vendredi, et puis il y a aussi le vendredi en fin de mois où là, tu fais le gros bilan et tu mesures un peu, ton activité, si tu vas dans la bonne direction, etc. Ok. Donc, voilà. Ouais, ça permet aussi de prendre un peu de hauteur et puis même sans parler de comptabilité, mais déjà juste au niveau business, au niveau chiffre d'affaires, en fait, savoir ce qui rentre. Donc déjà, voilà, tous les vendredis, tu fais ta compta, mais tu sais, tu visualises un petit peu mieux tout ce qui rentre dans chacune de tes structures. Et après, en fin de mois, ça te permet de prendre de la hauteur et te dire, ce mois-ci, c'est mieux que le mois précédent, c'est moins bien pourquoi, etc. Non, c'est franchement cool. Ok. Et du coup, tu fais comment pour garder le cap et rester aligné en fait avec ta vision? Parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, je pense que tu es facilement tenté tu sais, par tel nouveau projet ou telle nouvelle opération, etc. etc. Tu fais comment toi pour rester focus Franchement, je suis pas du tout exemplaire. Tu vois, comment je fais l'intuition. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important aussi. Intuition et organisation, franchement, il faut un mélange des deux. Mais si tu sens quelque chose, il faut le tenter. Si tu le sens pas ou tu sens que c'est pas le moment, faut pas le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met des fois de côté et il faut s'y connecter, donc à son intuition profonde. Et ensuite, regarder son agenda et se dire est-ce que ça rentre ou est-ce que ça rentre pas. Clairement, je vais te dire, en 2024 et 2025, j'ai fait n'importe quoi. Okay. Mon agenda, il débordait dans tous les sens. J'ai pris trop d'heures de cours, j'avais trop d'opérations en cours, j'étais noyée en fait, vraiment noyée. Et après, tu vois, il faut accepter, et ça c'est aussi un autre sujet, mais en entrepreneuriat, il faut accepter le déséquilibre. Tu vois, je me suis fait coacher au niveau mindset, et il me dit, mais est-ce que tu as le choix au niveau de ta trésor, est-ce que tu as le choix au niveau là de travailler comme ça? Je dis non, j'ai pas le choix. Et c'est le mot, faut accepter que il y a des moments où on soit pas équilibré, tu vois. Et j'étais là, mais je suis une mauvaise mère, je prends pas assez de temps avec mes enfants, etc., etc. Tu vois, tu te culpabilises, etc. Mais en fait, il y a des périodes où t'as pas le choix et t'es sur le fil, tout le temps t'es sur le fil. Et puis après, le tout, c'est de s'en rendre compte, de se reposer et de replanifier les choses et de s'organiser à nouveau. Donc voilà comment je fais. C'est maintenant, j'ai des outils et je sais comment faire, mais des fois, quand tu as le rush opérationnel, t'as pas le choix, il faut accepter. Ok, c'est marrant, tu vois, que tu dis ça parce que t'es pas la première invitée à me parler du déséquilibre et que justement, il faut l'accepter. C'est énorme. Et du coup, tout à l'heure, il me semble que tu as parlé un petit peu de dev perso. Ça tient quelle place en fait dans ta vie, le développement personnel? Et comment tu l'appliques au quotidien Alors, le développement personnel, comment je l'applique au quotidien là. Moi déjà, j'ai développé un module en développement personnel en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, donc avec les licences, les masters et les masters 2 de l'école la Business School du Beaujolais. Donc j'ai initié ça parce que je me suis rendu compte que
les étudiants, ils étaient sur les bancs de l'école et des fois, ils savaient pas où ils allaient. Enfin, ils savaient pas pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Donc, je me suis dit qu'il y avait un peu un sujet de développer leur vision. Comment tu te vois dans 5 ans? C'est quoi ton ambition? C'est quoi ta vie idéale, tu vois, dans 5 ans? Et après, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là? On passe à l'action. Donc, moi, je suis vraiment... le développement personnel, je trouve que c'est réfléchir à long terme de ce qu'on veut vraiment au plus profond de nous-mêmes, se poser des bonnes questions. Tu vois, quand tu as posé la question au départ, là, c'est quoi tes valeurs? J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, il y en a plein qui savent pas définir leurs valeurs. C'est vrai. Et pourtant, toutes tes décisions, elles doivent être en fonction, ces choix que tu dois faire dans ta vie, elles doivent être en fonction de tes valeurs. Est-ce que si je prends cette décision, est-ce que je vais renier ma vie de famille? Est-ce que je vais renier moi et mon authenticité? Est-ce que ça va me permettre de me développer personnellement? En fait, il faut réfléchir à ce qu'on veut et ça c'est essentiel. Après, au quotidien, maintenant, c'est un réflexe. Et je saurais même plus comment te dire. J'utilise plus vraiment d'outils ou quoi. Je conseille à tout le monde d'apprendre à se connaître. Et tu vois, il y a des tests gratuits, le test MBTI. Il y a un outil qui a été fait qui s'appelle 16personnalités.com sur internet qui permet en quelques questions, ça prend 15 minutes, tu réponds à ces questions et à la fin t'as un peu conscience de qui tu es, quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Tu peux évoluer dans le temps, donc il faut pas hésiter à le refaire tous les ans, tous les 2 ans, mais ça permet de savoir un peu où t'en es et des fois de pas voir des faiblesses comme vraiment des faiblesses, comme juste t'es comme ça et capitalise sur tes forces plutôt que te lamenter parce que t'es mauvais là-dedans. Okay. Tu vois, je suis plutôt du style à dire capitaliser sur vos forces et arrêter d'essayer de combler des faiblesses. Entourez-vous pour combler vos faiblesses et capitaliser sur vos forces. Ok. Eh ben, écoute, Voilà. trop bien. Et c'est marrant parce que tu parlais de vision. Et du coup, moi, dans mes prochaines questions, il y avait ta vision, toi, de là où tu veux en être dans quelques années. C'est quoi? Oh. Allez, je l'ai dit pour la première fois. Non, certains savent. Mais mon but, c'est de devenir business angel. Ok. Je veux être investir dans des entreprises, accompagner des entreprises, donc plutôt typé start-up et immobilier. Donc quand je te disais que j'étais plus à l'aise sur l'étude de faisabilité, l'étude d'un dossier et la gestion globale d'un projet, c'est que potentiellement plus tard j'aimerais pouvoir être dans l'accompagnement parce que moi ma force, mon domaine d'expertise unique pour en revenir à l'ikigai si vous avez bien suivi, c'est vraiment motiver les gens à passer à l'action, accompagner les personnes, être plutôt dans l'aspect humain et accompagnement. Donc du coup, ça trouve tout son sens dans l'accompagnement entrepreneurial, qu'il soit immobilier pour les gens qui veulent se lancer en marchand de biens par exemple, ou pour les gens qui veulent lancer leur entreprise. Ok. Voilà. Donc tout un peu finalement, tout est lié par rapport à mon parcours. Ok, et puis pour clore ce sujet, est-ce que tu as un conseil, j'allais dire plusieurs, mais déjà au moins un conseil pour quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat, pour un petit peu le booster et le forcer, entre guillemets, à passer à l'action? Le forcer à passer à l'action. Ouais. Alors putain, un conseil. Tu sais, c'est rigolo parce que je fais des petites interviews pop-up j'entreprends sur mon compte Insta où je vais à la rencontre d'entrepreneurs. Et je pose toujours cette question. Genre, à la fin, je dis toujours, si vous avez un conseil à donner à un entrepreneur qui hésite à se lancer, ça serait quoi? Et là, je suis là. Alors, en fait, je pourrais te dire, un conseil, c'est se faire accompagner. Ça serait oser se faire accompagner, oser se former. On peut apprendre à entreprendre, on peut apprendre les bons outils, on peut développer le bon mindset en côtoyant les bonnes personnes. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé Ozen Up, forcément, pour accompagner, parce que je sais que c'est important de pas rester seul. Franchement, je pense qu'il y a un truc, c'est pas rester seul. Il y a plein de choses qui existent pour des réseaux d'entreprendre, pour pouvoir partager ses problématiques, ses ambitions, etc., pour développer ses affaires, développer son business. Donc ouais, rayonner grâce au réseau. C'est voilà. Ok. Mon conseil.
Eh ben écoute, je te remercie en tout Je cas. parle beaucoup, je suis désolée. Ah non, mais J'espère que c'est pas moi trop c'est le but, long. tu vois. J'adore avoir la vision de chacun, donc tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le podcast, hein, mais j'adore. Et Trop bien. maintenant, on va dire pour clôturer le podcast, j'ai encore deux, trois petites questions, pareil, qui Ouais. sont communes à chaque invité. Est-ce que tu as d'autres passions que l'entrepreneuriat et l'immobilier? Et à côté, est-ce que tu lis? Et si oui, est-ce que tu as deux livres qui t'ont marqué? Ok, allez. Euh, du coup, je vais te dire. Attends, répète la première question. Tu vois, Les, je suis bien attentive. les autres passions que Ah, les autres passions. l'entrepreneuriat et l'immobilier, ouais. Alors, les autres passions, je fais du basket. Ok. En club depuis toujours. J'ai commencé à 5 ans et je continue encore. Donc je joue en loisir à Pommier dans mon cher village. Ah ouais. Donc je suis et là depuis cette année j'anime, enfin je coach, j'allais dire je coach, mais non, j'entraîne des équipes des tout petits, de mon fils, donc 4, 5 ans, 4, 5, 6 ans. Donc vraiment ça me passionne d'être investi dans mon club et j'espère de plus en plus parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas beaucoup de temps à dispo, mais j'adore. Et sinon, je suis passionnée par t'as vu, c'est difficile. Je suis tellement passionnée par l'entrepreneuriat en ce moment et focus entrepreneuriat que des fois j'ai un peu du mal à faire autre chose. Non, ouais, j'aime beaucoup en fait l'immobilier, l'aménagement intérieur, tu vois. Moi, je Ok. fais du plateau pour le moment, marchand de biens, mais demain, enfin en résidence principale, on s'est toujours amusé à faire des beaux logements. On aime ça en fait, on aime l'aménagement, la déco. Et voilà, donc je dirais ça. J'ai joué quand j'étais petite, je jouais aux Sims énormément. Quand j'étais encore plus petite, je jouais au Playmobil. C'était juste pour faire tu sais, les maisons. Oui. Quand je jouais aux Sims, mon but c'était de faire le code. Ça s'appelait Rosebud, point virgule, point d'exclamation et plein de fois pour être riche. J'étais riche et après je faisais toutes les maisons que je voulais. Donc ça c'était vraiment Énorme. le nombre de fois où j'ai passé du temps à faire des plans sur des feuilles de papier. Tu vois, donc voilà, je dirais une passion dans l'immobilier, mais plutôt dans la création d'espaces cool. Ok. Voilà. Eh ben écoute. Et puis moi j'en ai un qui m'a vraiment vraiment aidé justement dans cette partie introspection et que je conseille à tout le monde, c'est attends, je vais te retrouver le titre, c'est décidé, je change de vie de Ok. Mathieu Lénis. Ok. C'est décidé, je change de vie. C'est un livre qui t'aide à t'introspecter, à réfléchir à qu'est-ce que tu veux dans ta vie, où t'en es et ce que tu veux. Et il y a des fiches exercices. Hein, genre, tu peux écrire sur ton lit. Fiche pratique, ouais. Ok. Ouais. Ensuite, j'en ai un deuxième que j'ai bien aimé, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui. Après, il faut savoir que je lis pas non plus beaucoup. Hein. Je suis pas grande lectrice, mais ça m'a quand même des livres comme ça qui développent le mindset. J'adore. C'est Réfléchissez et devenez riche Napoléon Hill, ouais. de Napoléon Hill. Donc ouais, trop cool aussi. Je trouve qu'en fait, ça dépend les moments où tu le lis. Genre le premier, je l'ai lu, j'étais au tout début de la réflexion de ce que je veux faire, et celui-ci, c'était un peu dans la phase de comment je vais faire, aller chercher le step d'après, tu vois. Donc le mindset se développe et les lectures doivent être en fonction de ton mindset du moment et du palier de verre à aller chercher. Et Ok. sinon, en tout plaisir, j'ai mon amie Pauline qui a lancé son premier bouquin, son Ok. premier roman, et qui s'appelle La valse des tournesols. Elle en a même sorti un deuxième là récemment, mais je la mets en avant. Elle s'appelle Pauline Mathieu et je la mets en avant parce que je trouve que c'est chouette de d'oser sortir, vivre de sa passion. Enfin, elle a son emploi, mais elle développe sa Elle développe passion ça et à elle a côté. osé sortir un livre et même un deuxième. Et voilà, je souligne son travail et sa motivation. Et c'est pas simple de vivre en étant autrice, mais en tout cas, je lui souhaite. Voilà. Donc, Ok, la la valse valse des des tournesols tournesols. Ok. Eh ben de allez, on Pauline note. Mathieu. Eh ben Voilà. écoute, je te remercie. De rien. Avant-dernière question, en fait, je demande tout le temps à l'invité s'il investit ailleurs qu'en immobilier, en entrepreneuriat. Donc, toi, on a déjà compris que tu investissais déjà en toi. Ouais. Tu te formais régulièrement. Mais est-ce que tu investis à côté, je sais pas, en bourse, en crypto ou même ailleurs? Alors, il s'avère que là, je vais mettre en place une stratégie d'investissement. Mhm.
On vend notre maison pour pouvoir avoir récupéré de la liquidité, vivre plus sereinement et être plus aligné, on va dire. Reprendre aussi la maîtrise de notre temps, tu vois, ça va être chouette. Et donc, on va rentrer dans cette phase-là. Donc là, par exemple, je me suis inscrite au club Blast de Anthony Bourbon. Je sais pas si tu vois. Donc, je vais le tenter, je vais voir. Après, à l'instant T, je n'investis. Pour l'instant, j'ai investi beaucoup de temps, mais peu d'argent. Tu vois. Donc, mais demain, je suis amenée à investir dans plusieurs choses, des trucs qui m'intéressent. Alors, tu vois, on a un compte sur Trade Republic, on investit sur Brix. Mais très peu, en fait, à très mais voilà, j'utilise ce type de plateforme qui, je trouve, sont superbes. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie. Et puis, dernière question du coup du podcast. Pour toi, ta vision à toi de réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est quoi? Alors, réussir, en effet, la notion de réussite, c'est un grand terme. Réussir sa vie, pour moi, c'est que mes enfants, quand je sois adulte, tu vois, ils viennent me voir. Et quand ils seront adultes, pardon, ils viennent me voir et qu'on passe des dimanches ensemble. Et que ça sera une belle réussite, tu vois. C'est et puis de pouvoir avoir du temps pour eux avant qu'ils soient adultes et de pouvoir ne pas être à la retraite à 63 ans, tu vois. ça serait une belle, ne pas attendre d'être à la retraite pour vivre pleinement et de faire d'avoir tout le temps plein de projets dans sa vie. Ok. Eh ben écoute, en tout cas, je te remercie pour ton partage. C'était trop cool. Merci à toi. En tout cas, merci de ta confiance, de m'avoir invité sur ton podcast. C'est trop chouette. Et puis, je te souhaite bonne continuation à toi, Romain. Merci.